juillet 1979, Sue Sharp et ses 5 enfants déménagèrent de leur maison dans le Connecticut, au nord de la Californie, fuyant le tempérament tyrannique de leur mari abusif, James. Ils emménagèrent dans une petite cabane dans la paisible banlieue de Sierra Nevada à Katy, et il semblait que les Sharp avaient enfin trouvé un endroit qu'ils pouvaient vraiment appeler chez eux, un endroit où ils se sentaient en sécurité plutôt que constamment craintifs. Puis, dans la matinée du 11 avril 1981, Sue, sa fille de 14 ans, Sheila, et son fils Greg de 5 ans, revenaient en voiture de chez un ami. Ils se sont arrêtés au terrain de baseball Ganser pour récupérer Rick, 10 ans, et par hasard, ils ont croisé John, 15 ans, qui faisait de l'autostop pour rentrer chez lui avec un ami nommé Dana. Après le déjeuner, Sheila prévoyait de passer la nuit chez les voisins Seabolt, tandis que Sue restait à la maison avec Rick, Greg et le jeune ami des garçons, Justin. Sheila est partie chez les Seabolt vers 8 heures, laissant sa mère seule avec les enfants. Tina Sharp, 12 ans, a rejoint sa sœur aînée pendant un court laps de temps, mais est retournée à la maison se coucher vers 9h30. Sans que personne ne le sache, ce serait la dernière fois que la famille Sharp serait réunie, car une tragédie horrible et évitable était sur le point de changer leur vie à jamais. Le lendemain matin du 12 avril, Sheila est rentrée à la maison après sa nuit à l'extérieur et a été accueillie par des scènes qui la hantraient pour le reste de sa vie naturelle. Les corps sans vie de son frère aîné et de son ami gisaient sur le sol du salon. Les 3 avaient été ligotés avec du ruban adhésif, tandis que leur mère semblait avoir été bâillonnée avec un mouchoir bleu. Celui qui les avait attaqués l'avait fait de manière particulièrement brutale. 2 couteaux ensanglantés et un marteau ont été retrouvés sur les lieux, et l'un des couteaux avait été utilisé avec une telle force qu'il était plié à un angle de 30 degrés. Les éclaboussures de sang à l'intérieur de la maison indiquaient que les meurtres s'étaient tous produits dans le salon. Cependant, le meurtrier avait pris le temps d'organiser les cadavres de 16 victimes dans une scène d'horreur. Sue a été découverte gisant sur le côté près du canapé du salon, nue de la taille vers le bas. Elle avait été poignardée dans la poitrine avant que sa gorge ne soit tranchée, et la plaie était si profonde qu'elle avait coupé son larynx et frôlé sa colonne vertébrale. Sur le côté de sa tête, il y avait une impression correspondant à la crosse d'un pistolet à air comprimé, Daisy 880 Powerline, preuve qu'elle avait été frappée avec pour la soumettre. John et Dana avaient tous deux été frappés à la tête avec un marteau à griffes, mais tandis que John avait une grande plaie à la gorge, les ecchymoses autour du cou de Dana suggéraient que son meurtrier avait choisi de l'étrangler au lieu de le saigner. Sheila monta ensuite à l'étage pour découvrir que les 3 plus jeunes enfants, Rick, Greg et Justin, étaient sains et saufs dans la chambre à coucher, mais elle découvrit que sa sœur cadette, Tina, était introuvable. Sheila et la famille Seabolt n'ont rien entendu d'alarmant pendant la nuit, mais un couple vivant dans la maison numéro 16 à proximité a été réveillé à 1h15 du matin par ce qui semblait être des cris étouffés. Avec l'absence physique de Tina sur les lieux, sa veste, ses chaussures et une boîte à outils contenant plusieurs outils manquaient également dans la cabane. Il n'y avait aucun signe d'effraction, le téléphone de la cabane avait été laissé hors du crochet et les rideaux étaient tirés, ce qui a conduit la police à conclure que les victimes connaissaient leur meurtrier, qui avait tenté de dissimuler ses crimes corporels avant de partir. Les suspects immédiats comprenaient un homme qui avait disparu de Katy peu de temps après les meurtres et avait ensuite été retrouvé en Oregon. Mais après avoir subi un interrogatoire au détecteur de mensonges sans incident, le suspect a été disculpé. Un des voisins des Sharp et la mère du jeune Justin, Marilyn Smart, ont ensuite prétendu avoir trouvé une veste ensanglantée appartenant à Tina dans son sous-sol et l'avoir remise à la police. Son mari a également prétendu qu'on lui avait volé un marteau à griffes dans sa maison et, malgré ce petit détail qui en faisait une personne d'intérêt, les enquêteurs ont également été contraints de le rejeter au fur et à mesure de leurs travaux. Le jeune ami de la famille, Justin Smart, a donné des versions contradictoires des événements de la nuit, y compris qu'il avait rêvé de détails sur les meurtres. Dans son récit ultérieur des événements, raconté sous hypnose, il a affirmé avoir entendu des bruits étranges venant du salon, alors qu'il dormait dans la chambre avec Rick et Greg. En enquêtant sur ces bruits, il a vu Sue avec 2 hommes, l'un avec une moustache et les cheveux courts, l'autre propre et avec des cheveux longs. Ensuite, John et Dana sont entrés dans le salon et ont commencé à se disputer vivement avec les hommes, après quoi Tina a été emmenée par la porte arrière de la cabane et n'a jamais été revue.
Quelques 4000 heures hommes ont été consacrés à l'affaire. Certains officiers d'enquête décrivant le processus comme inutile et frustrant. Les rumeurs selon lesquelles les crimes étaient rituels ou motivés par le trafic de drogue ont été rejetées, car aucune drogue illégale ni aucun matériel de consommation de drogue n'ont été trouvés à la maison. Un ami de la famille a plus tard informé les détectives que l'ami de John, Dana, avait récemment volé une quantité inconnue de LSD à des trafiquants de drogue locaux, bien qu'il n'ait pu fournir aucune preuve de cette affirmation. La police était tellement perplexe par les meurtres qu'elle a même théorisé qu'ils pourraient avoir été commis par les tueurs en série Henry Lee Lucas et Otis Toole. Mais cette possibilité a été écartée en décembre 1983. La disparition de la jeune Tina a initialement été le sujet d'une enquête sur les enlèvements menés par le FBI. Mais après avoir déterminé que le département de la justice faisait un travail adéquat, ils se sont retirés. Les responsables locaux ont cherché dans un rayon de 8 km autour de la cabane avec l'aide de chiens policiers, mais n'ont rien trouvé. Puis, le 22 avril 1984, plus de 3 ans après les meurtres de la famille Sharp, un collectionneur de bouteilles a découvert un fragment de crâne humain, ainsi qu'une section de mâchoire près de Feather Falls, dans le comté voisin de Butte, à plus de 160 km de Keddie. Après avoir annoncé la découverte, le bureau du shérif du comté de Butte a reçu un appel anonyme affirmant que les restes appartenaient à Tina. Mais pour une raison inexplicable, l'appel n'a pas été consigné dans le dossier. Les restes ont été confirmés par un médecin légiste comme étant ceux de Tina Sharp, et les détectives ont également découvert une veste en nylon bleu, une couverture, un jean Levi Strauss et un distributeur de ruban adhésif chirurgical vide, près de l'endroit où les fragments osseux ont été trouvés. L'affaire est restée close pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'en mars 2016, un marteau correspondant à la description du marteau que Martin prétendait avoir perdu soit découvert dans un étang local. Le shérif du comté de Plumas a déclaré que l'endroit où il a été trouvé avait été intentionnellement placé là. Il n'aurait pas pu être perdu accidentellement, et a ajouté qu'il avait une liste de 6 suspects potentiels à explorer, dont Martin Smart, le mari de Marilyn et le père de Jason. Marilyn a une fois de plus plaidé sa culpabilité, disant qu'après les meurtres, Martin avait quitté Keddie et conduit jusqu'à Reno, Nevada. De là, il aurait envoyé une lettre à Marilyn discutant des luttes personnelles dans leur mariage, une lettre qui se terminait par « J'ai payé le prix de ton amour et maintenant je l'ai acheté avec les vies de 4 personnes ». Un conseiller que Martin visitait régulièrement aurait également affirmé qu'il avait avoué les meurtres de Sue et Tina, mais a affirmé « Je n'ai rien à voir avec les garçons ». Il aurait dit au conseiller que Tina avait été tuée pour l'empêcher de l'identifier, car elle avait été témoin de tout. En avril 2018, la police a annoncé que les preuves ADN récupérées à partir d'un morceau de ruban adhésif sur la scène du crime correspondaient à celles d'un suspect connu et vivant. Ainsi, il semble que le mystère des meurtres de Keddie pourrait ne pas être un mystère pour beaucoup plus longtemps, mais la vérité derrière leur mort pourrait entraîner des implications sombres et perturbantes. En juin 1976, la famille Aizé Robinson de Lathrop Village, Détroit, était en vacances dans leur maison d'été au lac Michigan, au nord de Goodhart, près du détroit de Mackinac. Le couple, Dick et Shirley, avait fait fortune grâce à l'édition et à la publicité, et avait élevé ensemble 4 merveilleux enfants au cours de leurs presque 20 ans de mariage. Richard, 19 ans, Gary, 16 ans, Randall, 12 ans, et Suzanne, 7 ans. Pour tous ceux qui les connaissaient, les Robinson étaient le modèle d'une famille moderne, réussie et heureuse. Mais caché juste sous la surface se trouvait un ensemble de sombres secrets, certains considérablement plus sinistres que d'autres. Non seulement le nouveau magazine d'art de Dick rencontrait des difficultés, mais leur situation financière générale était plutôt critique. Les factures de l'entreprise restaient impayées, les comptes bancaires subissaient des activités erratiques, et les investisseurs commençaient de plus en plus à douter que Dick Robinson puisse leur générer un retour sur investissement. Mais en plus, le roulement de personnel dans les bureaux de Dick avait atteint les 2 chiffres au cours de la dernière décennie, avec employé après employé démissionnant, avant même de terminer une année dans son emploi. Cela était dû à l'ambiance indéniablement sinistre et lascive que Dick encourageait sur son lieu de travail. Connu pour sa curieuse habitude de demander aux employées féminines
de relever leurs jupes pour pouvoir toucher leurs cuisses nues. Comme vous pouvez l'imaginer, la femme de Dick ne savait rien de tout cela, et alors que la famille se dirigeait vers leur maison de vacances, qu'ils appelaient Somerset, une cabane en bois et en pierre située sur une route sinueuse à 1,5 km à l'ouest de Lakeshore Drive, elle n'aurait jamais pu s'attendre à l'horreur qui allait se dérouler là-bas. Environ un mois après l'arrivée des Robinson à Somerset, le gardien chargé de l'entretien des maisons de vacances commença à recevoir plusieurs plaintes concernant une odeur nauséabonde provenant de la maison Somerset. Lorsque le gardien se rendit sur la propriété, il trouva toutes les portes et fenêtres verrouillées ou barricadées, et supposa que les Robinson avaient laissé de la nourriture avant de partir, ou qu'une canalisation d'eau usée avait éclaté à l'intérieur. Sachant que les Robinson voudraient qu'il fasse tout son possible pour assurer l'intégrité de leur propriété, le gardien força son entrée dans la maison de la manière la plus propre et non destructive possible. Mais en le faisant, il fut accueilli par une vue si terrible et violente qu'elle le tourmenta pour le reste de sa vie. Une des premières choses que remarqua le gardien en entrant dans la maison, outre l'odeur de pourriture accablante, fut la chaleur intense. L'été au Michigan avait été impitoyable, et bien que sans chauffage central, la chaleur avait été presque insupportable. Mais ici était la maison Somerset, dans la 3e semaine de juillet, avec le chauffage à plein régime. Il fut ensuite accueilli par la vue du cadavre de Shirley Robinson, dont le processus de décomposition s'était accéléré de manière alarmante en raison de la chaleur. Elle était couchée sur le ventre avec une couverture à carreaux couvrant son corps sans vie des genoux vers le haut, avec du sang coagulé sortant d'un seul coup de feu à la tête fait avec un pistolet calibre 25. Son mari Dick fut retrouvé mort sur une grille de chauffage et avait été abattu à la fois avec le calibre 25 qui avait tué sa femme et avec ce qui fut ensuite considéré comme un fusil calibre 22. Il avait également subi un traumatisme crânien contondant qui s'était fissuré ouvertement, offrant au gardien pris au dépourvu une vue non restreinte de son contenu en décomposition. Le gardien sortit en courant de la maison et vomit immédiatement, puis se précipita pour appeler la police locale. Plus tard, la police trouva le jeune Randall allongé sur son père mort. Le garçon de 12 ans avait été exécuté d'une balle dans la tête, tout comme sa mère. Le corps de Susan Robinson, 7 ans, fut retrouvé à quelques mètres seulement des corps de son père et de son frère. Elle avait plusieurs blessures par balle, mais avait aussi une fracture aiguë du crâne qui semblait avoir été infligée avec une sorte de marteau. Les 2 Robinson aînés furent retrouvés dans une des chambres, ayant été abattus plusieurs fois à la tête avec le calibre 25. Gary, 16 ans, avait été abattu 2 fois à la tête mais avait également apparemment été touché dans le dos par un fusil calibre 22, comme s'il fuyait ses agresseurs. L'analyse balistique de la police fut ensuite appelée, dont le travail était de peindre un tableau de la façon dont les fusillades s'étaient déroulées, basé uniquement sur les positions des corps et la trajectoire des balles. Cet expert balistique détermina que quelqu'un s'était approché de la cabane à distance, observant jusqu'à ce qu'il ait un tir clair sur Dick Robinson à travers l'une des fenêtres de la cabane. Ensuite, une fois que les premiers tirs de l'attaque furent tirés, les assassins s'approchèrent pour terminer le travail. Ils s'approchèrent de la maison, donnèrent un coup de pied à la porte arrière et poursuivirent les membres survivants de la famille à travers la maison, leur tirant dessus et les tuant un par un. Une fois que les assassins eurent enterré le nom de la famille Robinson, ils fermèrent les rideaux pour que personne ne puisse voir les scènes sanglantes à l'intérieur, montèrent le chauffage central et couvrirent la fenêtre brisée avec une feuille de carton. Le fait qu'un seul ensemble d'empreintes de pas sanglantes ait été trouvé sur la scène du crime indiquait qu'il s'agissait d'une œuvre d'un seul assassin, qui avait si bien dissimulé ses traces que non seulement les meurtres étaient passés inaperçus pendant un mois entier, mais l'état de décomposition rendait difficile de déterminer exactement quand les meurtres avaient eu lieu. C'était la preuve d'une attaque bien planifiée et bien exécutée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, peut-être même ayant tué auparavant. Les dernières personnes à avoir vu vivante la famille Robinson étaient un couple de tailleurs de haies que Dick avait engagé pour tailler les arbres à proximité de la cabane. Les voisins se souvenaient également avoir entendu des bruits forts et des voix élevées vers la fin de juin, mais avaient supposé que les coups de feu provenaient de chasseurs à proximité et ne les avaient pas signalés. Compte tenu de la précaire situation financière de Dick, l'accent a été mis sur la possibilité que le suspect soit un associé commercial mécontent ou peut-être un client impayé.
C'est ainsi que la police a interrogé un homme nommé Joseph Scolaro, un ancien soldat de 30 ans qui travaillait pour l'agence de publicité de Robinson depuis le milieu des années 60. Les enquêteurs ont commencé à remarquer plusieurs incohérences flagrantes dans ses déclarations, et une enquête plus approfondie a révélé des preuves selon lesquelles Scolaro détournait de grosses sommes d'argent de l'entreprise. Bien qu'il ne semble pas être lié au meurtre, ce détail a fait de Scolaro une personne d'intérêt et il est rapidement devenu le centre de nombreuses heures d'enquête policière. On a découvert par la suite que Joseph avait récemment rendu visite à un armurier local où il avait acheté 2 pistolets automatiques Beretta et un fusil Armalite AR-15. La police a vérifié les calibres de CES armes et a fait une découverte troublante. Le pistolet était de calibre 25 et le fusil de calibre 22. Exactement de la même taille que les balles utilisées pour tuer la famille Robinson. Ensuite, au cours de leur enquête, il a été découvert que le beau-père de Scolaro était le propriétaire d'un stand de tir local. Sentant un pressentiment, la police a lancé une recherche exhaustive de l'installation et a trouvé des étuis de AR-7 identiques à ceux trouvés dans la maison Somerset. Bien que Scolaro ait prétendu avoir donné cette arme, un voisin a dit à la police qu'il avait vu le fusil de calibre 22 AR-7 dans la maison de Scolaro peu de temps avant que les Robinson ne soient tués. Pendant les entretiens qui ont suivi cette nouvelle suspicion, Scolaro a échoué à 2 tests de détecteur de mensonges et un 3e test a été jugé comme étant concluant. Il a également été noté qu'il avait tenté de tromper les enquêteurs du détecteur de mensonges lors de ses entretiens préalables au test. Cependant, en 1972, un nouveau procureur élu dans le comté d'Oakland a rouvert l'affaire, pensant qu'il pourrait obtenir une condamnation contre le principal suspect de l'affaire. Mais le 8 mars 1973, lorsque Scolaro a appris les accusations imminentes et son arrestation, il s'est donné la mort avec le même pistolet qui était soupçonné d'être l'arme homicide des Robinson. Joseph a laissé une note tapée tachée de sang sur laquelle il avait écrit « Je suis un menteur, un escroc et un imposteur », ainsi qu'une liste de personnes qu'il avait escroquées dans plusieurs schémas commerciaux. Il a ensuite ajouté une note écrite à la main à sa mère sur la même feuille de papier qui disait « Je n'avais rien à voir avec les Robinson. Je suis un menteur, mais pas un meurtrier. Je suis malade et effrayé. Dieu et tout le monde, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Étant donné que la loi du Michigan n'autorise pas la fermeture officielle d'un cas de meurtre ouvert en raison de la mort du principal suspect, Scolaro a placé le cas dans un dossier inactif. Mais en conséquence, beaucoup de questions brûlantes sur les meurtres des Robinson resteront sans réponse. Au fil des ans, tant les enquêteurs amateurs que professionnels ont proposé une variété de théories tentant d'expliquer le mobile ou de nommer un suspect, mais à ce jour, aucune n'a été étayée. Ceux qui connaissaient personnellement Dick Robinson ont cité qu'il n'avait jamais rencontré un meilleur homme de famille, ami ou partenaire commercial, et ne pouvaient pas imaginer pourquoi quelqu'un le tuerait, lui ou sa famille, dans un acte si horrible et impitoyable. De plus, beaucoup de doutes ont été soulevés sur la prétendue culpabilité de Joe Scolaro, considéré comme rien de plus qu'un petit criminel dont les méfaits financiers l'ont impliqué dans un réseau plus large de mensonges et de meurtres. Cependant, la position officielle est que l'assassin de la famille Robinson n'a jamais été retrouvé. Et au fil des ans, il est de plus en plus improbable qu'il le soit. Il pourrait donc être possible qu'une personne aille à sa tombe ayant tué des enfants fuyants et s'en soit complètement tiré. Né le 18 avril 1947, Herbert Mullin a grandi en tant que fils unique d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale à Salinas, en Californie. Adapté à son service en temps de guerre, le père d'Herbert était la définition même d'un père strict de combat et dirigeait son foyer comme une base militaire. Il parlait souvent de son temps au combat, rappelant à sa famille et surtout à Herbert qu'il avait versé du sang allemand pour qu'il n'ait pas à le faire. En conséquence, la vision du monde d'Herbert tournait autour de la loyauté, de la discipline et du combat martial. Il pourrait donc vous surprendre d'apprendre qu'Herb a grandi pour devenir un jeune remarquablement bien adapté. Son père était strict mais pas brutal ni malveillant, et il a enseigné à Herbert des compétences sociales qui ont conduit ses camarades de lycée de San Lorenzo Valley à le désigner comme le plus susceptible de réussir. Cependant, en 1965, peu de temps après avoir obtenu son diplôme,
l'un des meilleurs amis d'Herbert, a été tué dans un accident de voiture étrange, après qu'un conducteur ivre l'ait percuté en faisant une virage aveugle sur une autoroute californienne. Herbert a été absolument dévasté par le non-sens de la mort soudaine, ce qui l'a conduit à entrer dans une profonde dépression dont il ne s'est jamais complètement remis. Dans un mois suivant la mort de Dean, Herbert avait construit un petit sanctuaire pour lui dans sa chambre, composé de quelques bougies allumées, d'une photo de l'annuaire et de quelques possessions de Dean. Lorsque la petite amie d'Herbert a vu le sanctuaire, elle s'est sentie extrêmement perturbée. Regretter la mort soudaine d'un être cher était une chose, mais Herbert semblait être dangereusement obsédé par son ami décédé. Ses soupçons ont été confirmés lorsque Herbert a exprimé réellement des craintes qu'il pourrait être gay, et que la perte était si douloureuse parce qu'il était amoureux de Dean. Que cela soit vrai ou non, personne ne peut en être sûr. Aussi ouverte et acceptante qu'essaie d'être sa petite amie, la dépression écrasante d'Herbert a causé un profond fossé entre eux. Herbert a commencé à expérimenter avec la marijuana et le LSD, s'automédiquant dans l'espoir que les hallucinogènes lui apporteraient un plus grand sentiment d'acceptation. Cela n'a fait qu'élargir le fossé entre lui et sa petite amie, et peu de temps après, le couple s'est séparé. Les choses ont tellement mal tourné que, en 1969, à l'âge de seulement 21 ans, Herbert a accepté la suggestion de sa famille de se faire interner dans une installation psychiatrique sécurisée, afin que sa dépression puisse être correctement traitée. Cependant, étant donné que son internement était purement volontaire, Herbert n'est resté patient que pendant une période relativement brève. Il a sauté d'institution en institution, professant un désir de s'améliorer, mais n'ayant jamais réussi à progresser. Après avoir apparemment complètement abandonné les traitements de santé mentale, le comportement d'Herbert a pris un virage drastique pour le pire, et il a commencé à montrer des symptômes de schizophrénie paranoïde. Après seulement un bref bail dans un immeuble d'appartement à Salinas, Herbert a reçu un avis d'expulsion après avoir frappé à plusieurs reprises le sol de l'appartement et crié à des gens qui n'étaient pas là. Maintenant effectivement sans abri, il a tenté de rejoindre le sacerdoce. Mais ceux avec qui il a parlé ont reconnu qu'il y avait quelque chose de terriblement mal avec Herbert et il a été rejeté. En 1972, Herbert, alors âgé de 25 ans, a été arrêté pour vagabondage par un officier de police qui l'a trouvé en train de brûler avec une cigarette allumée. Étant donné qu'il était clair qu'il était totalement incapable de prendre soin de lui-même, les parents d'Herbert l'ont à nouveau accueilli et, pendant un certain temps, vivre dans leur maison à Felton a causé une augmentation positive de son comportement. Mais il semble que cette période n'était tout simplement qu'une opportunité pour Herbert d'organiser ses pensées dispersées et terrifiantes dans une vision du monde structurée mais dangereusement malsaine. L'anniversaire de Mullin était le 18 avril, la même date que le grand tremblement de terre de San Francisco de 1906. Juste avant l'aube, le tremblement de terre a frappé la côte nord de la Californie, avec une magnitude estimée à 7,9 sur l'échelle de Richter. Les tremblements intenses ont été ressentis de Eureka sur la côte nord jusqu'à la vallée de Salinas, et bientôt des incendies dévastateurs se sont déclenchés qui ont duré plusieurs jours. Plus de 3000 personnes sont mortes et plus de 80% de la ville de San Francisco a été détruite dans ce qui a été l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Lire sur la catastrophe pendant son enfance semble avoir eu un profond effet sur Herbert, et l'événement est devenu une pièce maîtresse de son idéologie tordue. Il s'est convaincu que seul le sacrifice humain pouvait apaiser la soif de sang d'un ancien mal souterrain, qui causait les tremblements massifs afin de recevoir des âmes fraîches à dévorer. Cette idée a été solidifiée lorsque Herbert a compilé une chronologie des tremblements de terre en Californie avec une chronologie des guerres étrangères américaines. Le tremblement de terre de 1906 avait été dévastateur, mais il s'était produit à une époque de paix entre la rébellion Boxer et la prétendue rébellion Crazy Snake, qui avait vu les cavaliers américains affronter les Amérindiens Muskogee. Les tremblements de terre pendant les deux guerres mondiales et le conflit coréen avaient considérablement diminué, le nombre maximum de décès de tout être étant seulement 12 personnes. Cependant, en 1933, la même année où les États-Unis se sont retirés du Nicaragua, un tremblement de terre a frappé Long Beach, tuant environ 120 personnes. La même chose s'est appliquée au pic de la guerre du Vietnam, avec des décès dus à des tremblements de terre tombant presque à rien. Cependant,
En 1971, avec les combats entre les forces américaines et les insurgés communistes en baisse, la vallée de San Fernando a été frappée par un tremblement de terre qui a peut-être tué seulement 50 ou 60 personnes, mais en a blessé des milliers. Herbert a vu cela comme un avertissement de ce que soit l'ancien diable habitait en profondeur dans la terre, et il s'est donné pour tâche de sauver ses camarades californiens du danger imminent, même s'il devait verser du sang pour le faire. Il est important de noter que ces statistiques sur les tremblements de terre sont entièrement exactes, au point qu'un homme sain et sobre pourrait même remarquer une corrélation curieuse entre les décès au combat et les victimes de tremblements de terre. Mais pour Herbert, c'était une preuve absolue de ce qui était exigé de lui, et ainsi a commencé une sanglante campagne d'assassinat et de meurtre avec quelques horribles implications surnaturelles. La première étape du plan d'Herbert fut une demande pour rejoindre le corps des marines des États-Unis, émulant le service national de son père tout en fournissant à l'ancien être des âmes fraîches à dévorer, gardant ainsi ses camarades californiens en sécurité. Il a réussi les phases de test mental et physique avec brio, mais a été rejeté lorsqu'il a admis avoir précédemment utilisé des substances illicites. Ce rejet a alimenté l'aspect paranoïaque de sa schizophrénie, et il a commencé à théoriser sur une vaste conspiration dans laquelle des politiciens puissants et des hippies subversifs cherchaient tous à adorer le mal. Herbert a commencé à cultiver de furieuses illusions sur un ancien camarade de lycée nommé Jim Janera. Jim était celui qui avait initialement introduit Herbert à la marijuana, donc il avait du sens qu'il s'agisse d'un sabotage délibéré, et que Jim conspirait avec ceux qui adorèrent le mal. Il savait que son vieil ami vivait dans une vieille cabane dans les bois près de Mystery Spot Road, mais quand il s'est rendu là-bas, il a découvert que Jim avait déménagé. Cependant, la nouvelle propriétaire, une femme nommée Cathy Francis, était plus qu'heureuse de donner à Herbert les coordonnées de son ancien ami et l'a dirigé vers son nouvel emplacement à Santa Cruz. C'est là qu'Herbert a réussi à entrer dans la maison de Jim, les a rassurés, puis les a tous deux abattus avant de mutiler leurs cadavres avec des ustensiles de cuisine. Lorsqu'il a fini, il est retourné sur le lieu de Cathy Francis et l'a remercié en lui tirant dessus, ainsi qu'à ses deux enfants, Damon et David Francis qui n'avaient respectivement que 4 et 9 ans, et Herbert les a tués sans hésitation. Les meurtres de Cathy et de ses enfants ont rompu le lien d'Herbert avec les meurtres de Janera. Mais pour lui, ils ont sûrement servi un autre but, plus de sang pour le dieu du sang. Cela a conduit la police à supposer que les meurtres étaient liés à l'occupation du mari de Cathy en tant que trafiquant de drogue, et ils n'ont jamais une fois envisagé la culpabilité d'Herbert. Cependant, il ne fait aucun doute que les actions d'Herbert étaient froides et calculées. Tuer un témoin montre un niveau perturbant de lucidité pour un homme aussi indéniablement insensé. En plus des meurtres de Guillory et Francis, Herbert a réussi à commettre une série d'autres meurtres avant d'être finalement arrêté. Il a battu à mort un sans-abri avec une batte de baseball après l'avoir trompé pour qu'il regarde son moteur de voiture, prétendant plus tard que l'homme était la réincarnation de Jonas de l'histoire biblique de la baleine. Il avait choisi l'homme après avoir reçu un message télépathique de lui disant « Prends-moi, jette-moi par-dessus bord, tue-moi pour que d'autres puissent vivre ». Ensuite, c'était une étudiante universitaire de 24 ans qui était en retard à un entretien après avoir décidé de faire de l'autostop. Elle a eu la malchance de se faire prendre en stop par Herbert, qui l'a emmenée dans un endroit isolé avant de la poignarder à mort. Tout comme les Guillory, Mary Guilfoyle a eu son corps mutilé par Herbert une fois qu'elle était morte, qui a aligné une route de montagne avec ses membres et ses organes avant de fuir la zone, laissant une découverte horrible pour le prochain conducteur imprudent. Malgré avoir commis des crimes aussi horribles, la visite d'Herbert à l'église catholique Saint-Mary à Los Gatos révèle son apparent repentir. Nous pouvons déduire qu'Herbert, bien qu'il soit plus que disposé à faire les sacrifices humains exigés de lui, était apparemment lourdement conscient, et cela se manifeste dans sa visite à une cabine de confession tenue par un père nommé Henry Tomei. Le père Tomei avait été un agent de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale et avait voyagé depuis sa ville natale de Marseille après la guerre pour chercher une nouvelle vie paisible en Amérique. C'était un homme avec tout à vivre, mais pour une raison quelconque, Herbert croyait que le père Tomei voulait se porter volontaire pour être son prochain sacrifice. Il s'est levé du banc de confession et a attaqué le père Tomei avec un couteau de boucher, le poignardant à plusieurs reprises avant de s'échapper. Cet acte final a marqué la fin de la série de meurtres d'Herbert Mullin, qui a été arrêté peu de temps après.
Les motivations d'Herbert Mullin étaient profondément ancrées dans sa schizophrénie paranoïde et ses croyances délirantes. Il croyait fermement qu'en sacrifiant des vies humaines, il pouvait apaiser un ancien mal souterrain et prévenir des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre en Californie. Ses actions ont été marquées par une lucidité étrange et calculée, malgré sa maladie mentale sévère. En fin de compte, les meurtres d'Herbert Mullin ont laissé une marque indélébile sur l'histoire criminelle de la Californie et ont laissé de nombreuses familles en deuil et terrifiées. L'histoire d'Herbert Mullin est à la fois tragique et troublante. Né en 1947, il a été élevé dans un environnement strict et militaire par son père vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir perdu un ami proche dans un accident de voiture, Mullin a sombré dans une profonde dépression qui a exacerbé ses troubles mentaux préexistants. Sa descente dans la folie l'a conduit à commettre une série de meurtres brutaux, tous motivés par ses délires paranormaux, selon lesquels il devait sacrifier des vies humaines pour prévenir des catastrophes naturelles. Ses crimes ont semé la terreur en Californie pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il soit finalement appréhendé par les autorités. Son procès a révélé la nature complexe de sa maladie mentale et a suscité des débats sur sa responsabilité pénale. Bien qu'il ait été condamné à la prison à vie, Mullin reste un exemple tragique des ravages de la maladie mentale non traitée et de ses conséquences dévastatrices. Je n'avais pas beaucoup de famille. Ma mère est décédée après avoir été rejetée par ses parents et mon père était en va-et-vient dans les hôpitaux psychiatriques avant de se suicider. Le seul parent vivant que je connaissais était mon oncle paternel. Mais l'un des rares sombres secrets sur ma famille que je connaissais vraiment était que mon oncle se sentait coupable de la mort de mon père. En conséquence, il s'était construit une cabane en rondin à Chihuahua et avait vécu en isolement depuis lors. Mais comme je n'avais qu'une vague idée de l'endroit où se trouvait la cabane et encore moins l'envie de le contacter, pour moi, il était aussi mort que mes parents. Parce que la vérité est que je lui en voulais aussi pour la mort de mon père. Avoir quelqu'un sur qui diriger ma colère, quelqu'un à blâmer, était la seule chose qui me permettait d'avoir un peu de paix après une enfance terrible et misérable. Contre toute attente, à l'été 2015, j'avais vraiment construit quelque chose qui ressemblait à une vie pour moi ici, dans la région de Monterrey. J'étais sous-directeur d'un pub-brasserie, j'avais un petit mais joli appartement, et j'avais même eu quelques rendez-vous ici et là. J'étais fermement engagé dans le processus de laisser derrière moi ma vieille vie, et cela se sentait mieux que je ne peux le décrire. Puis est arrivée la lettre qui a tout changé. C'était d'un cabinet d'avocats à Monterrey, Nuevo León, et dès que j'ai vu d'où venait le cachet de l'État, j'ai eu un pressentiment de la nouvelle qui suivrait. Et, en effet, c'était une lettre disant que mon oncle était décédé et que ce type avait été chargé de diviser l'héritage de mon oncle entre ses parents survivants. J'avais toujours supposé qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, et j'avais raison à ce sujet, mais cela ne voulait pas dire que je n'avais pas été désigné quelque chose dans son testament. Cependant, irritant, je devrais me rendre jusqu'à Monterrey pour découvrir ce que c'était. J'ai appelé le bureau de l'avocat, j'ai menti sur le fait d'être trop occupé pour faire le voyage, et j'ai simplement demandé directement ce qu'il m'avait laissé dans le testament. Alors imaginez ma curiosité quand ce type m'a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était, que tout ce qu'il avait était une clé d'un coffre-fort situé dans une banque de Monterrey. Il avait été payé pour s'assurer qu'il ouvrait la boîte et comprenait l'importance du contenu, rien de plus. Sa seule motivation était que son paiement était également enfermé dans la boîte. Ça ressemblait à l'intrigue d'un mauvais film, et ce n'est que lorsque l'avocat m'a assuré qu'il parlait sérieusement que j'ai commencé à y croire. Une partie de moi ne voulait rien avoir à faire avec ça et me disait que ce ne serait que remuer de vieilles blessures, revivre un passé pour lequel j'avais travaillé si dur pour laisser derrière moi. Mais la tranquillité d'esprit ne paie pas les factures, et aussi avide que cela puisse paraître, s'il y avait de l'argent à obtenir, je voulais en avoir une part. Alors j'ai pris une demi-journée un vendredi, le 17 ou le 19 juillet je crois, et j'ai commencé le voyage aller-retour de 5h30 jusqu'à Monterrey, Nuevo León. C'est un voyage assez agréable en été, et les vues tranquilles et le sentiment croissant de peur ont duré aussi longtemps qu'ils ont pu. Mais quand je suis arrivé au bureau pittoresque du cabinet d'avocats Stevens & Day, j'ai senti que j'étais au bord d'une légère crise de panique. J'avais ce mot dans la tête que tout ce que j'allais obtenir était une lettre me disant une vérité horrible sur ma famille
qui gâcherait tout le progrès que j'avais fait au cours des 4 ou 5 dernières années. Alors vous pouvez simplement imaginer ma peur quand j'ai rencontré l'avocat et que j'ai conduit à la Banco de Ahorros de Monterrey pour débloquer la boîte avec lui. J'étais vraiment nerveux quand le directeur de la banque nous a amenés dans la salle qui abritait les coffres-forts, et quand je l'ai ouverte pour révéler juste un paquet de cash et une seule lettre, j'ai pensé que mes pires craintes avaient été confirmées. L'avocat a pris l'argent, mais quand il est venu temps d'ouvrir la lettre, j'ai évidemment hésité. Il est arrivé au point où le gars m'a demandé si je la lirais vraiment ou si je voulais un peu de temps seul. Quand j'ai fait ce que je pensais être une demande assez inhabituelle, je voulais qu'il lise la lettre pour moi et ensuite la résume aussi cliniquement et froidement que possible. Je savais qu'il ne pourrait pas me forcer à la lire pendant très, très longtemps, mais en même temps je devais savoir ce qu'elle disait. Il était de ma famille et aussi fort que je le détestais, je savais que respecter son dernier message était, au minimum, la chose correcte à faire. J'ai observé le visage de l'avocat tout le temps pendant qu'il déballait l'enveloppe, sortait la lettre et commençait à lire. Il a rapidement balayé le contenu avant qu'une expression de perplexité n'apparaisse sur son visage, et, sentant mon impatience, il m'a simplement montré ce qui était écrit. Ce n'était pas une longue excuse ni une explication. Ce n'était pas un adieu ni une demande mourante. Tout ce qui était écrit était un ensemble de chiffres que j'ai supposé être des coordonnées et 3 mots gribouillés. Brûle tout. Quand l'avocat m'a demandé ce que signifiaient les coordonnées, je n'avais pas de réponse pour lui. Mais il n'a fallu qu'une recherche rapide sur Google pour découvrir qu'elles indiquaient un endroit apparemment aléatoire dans la région de conservation des lacs d'Epsconik. Je n'étais pas sûr, mais j'étais assez sûr que c'était l'emplacement de sa cabane. Mais ce qu'il voulait que je brûle était un mystère complet pour moi. En l'espace d'environ 10 minutes, je suis passé de ne pas vouloir avoir affaire à une situation aussi sinistre à être consumé par une curiosité morbide. Mon imagination a explosé, et j'ai théorisé sur toutes les choses dangereusement illégales ou moralement répugnantes qu'il aurait pu faire là-bas. Je devais simplement en savoir plus, parce que s'il avait laissé un héritage terrible et honteux, vous pouvez parier que je voulais le détruire. Le voyage de retour à Stevens et Day m'a donné l'occasion d'interroger poliment l'avocat sur la mort de mon oncle. J'ai supposé que s'il était tombé malade ou était mort chez lui, alors quelqu'un aurait dû voir l'intérieur de sa cabane, mais selon l'avocat, mon oncle s'était rendu à l'hôpital environ 1 semaine avant de mourir et avait fait l'arrangement de la boîte de sécurité avec lui des mois auparavant. Ainsi, dans tous les CA, la seule personne qui avait vu l'intérieur de cette cabane en rondin était mon oncle. Avant de quitter le bureau du gars, je lui ai demandé conseil et je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Eh bien, comme le disait mon grand-père, parfois les choses vous enterrent si vous ne les enterrez pas d'abord. Et il avait raison. Je ne pouvais pas perdre plus de sommeil à cause de cette absurdité. Ça m'a presque tué une fois avant, et je n'allais pas permettre que ça se reproduise. Il était clair ce que je devais faire, conduire jusqu'à cette cabane, rendre un dernier service à mon oncle, et brûler toute vérité horrible qu'elle contenait jusqu'à ce qu'elle devienne des cendres. J'avais l'intention de m'enregistrer dans un hôtel à proximité, puis de partir à l'aube le lendemain matin. Après 8 heures de sommeil, mes 8 heures de sommeil se sont avérées assez ambitieuses. Lorsque l'horloge sur le mur du motel a avancé jusqu'à 2 heures du matin, j'ai pensé qu'un meilleur usage de mon temps serait de chercher sur Google Maps le meilleur itinéraire vers la cabane. Puis, lorsque les premiers rayons de lumière bleue ont commencé à apparaître à l'horizon, j'étais emballé et prêt à partir. Je ne pensais pas avoir besoin de grand-chose, juste un bidon d'essence et une boîte d'allumettes, et c'était facile à obtenir. Ensuite, une fois que j'avais l'un de ces grands cafés à la station-service dans mon porte-gobelet, j'étais presque prêt pour le voyage de 3 heures jusqu'au lac. Tout le voyage, j'avais ces 3 mots résonnant dans mon crâne. Brûle tout. Je n'avais jamais été aussi consumé par la curiosité de toute ma vie. C'était une douleur, comme cette sensation lorsque vous retenez votre respiration pendant trop longtemps et que vous avez juste besoin de tout lâcher. Je devais savoir comment mon oncle avait vécu les 30 dernières années et ce qu'il voulait que je brûle. Mais explorer cette cabane serait risquer ma santé mentale quand je pourrais simplement brûler la chose jusqu'aux fondations et m'en aller et continuer à vivre. J'ai tellement essayé de décider quoi faire. Mais la vérité est que je ne savais pas ce que j'allais faire jusqu'à ce que j'étais face à face avec la vieille cabane pourrie, face à la vérité. Quand j'étais presque sûr d'être à proximité des coordonnées de la lettre,
J'ai garé ma voiture sur un vieux parking près d'un sentier, puis je me suis dirigé vers le nord-ouest, vers ce que je supposais être la cabane. Mais, environ une demi-heure plus tard, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'assez inhabituel sur la flore de la région, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'un site en particulier ne m'arrête net. Là, gisant sur le sol devant moi, il y avait ce qui semblait être un mélange entre un tas de viande hachée et un cerveau. Au premier coup d'œil, j'ai vraiment pensé que c'était de la viande vivante, ou du moins une fois vivante. Le ton et la texture étaient presque identiques à la viande, mais bientôt j'ai réalisé que ce que je voyais était en réalité une sorte de champignon. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'agissait de Gyromitra esculenta, ou plus communément appelé champignon cérébral, et bien qu'il puisse être très toxique, ce n'est pas une vue peu commune dans les forêts du Nord-Est. Cependant, ce qui n'était pas commun, c'était la fréquence à laquelle je voyais le champignon de l'aspect distinctif autour de la forêt, et ce n'étaient pas les seuls champignons étranges que j'ai trouvés là-bas. La prochaine variété que j'ai vue était encore plus effrayante que la précédente. Alors que le champignon cérébral était simplement dégoûtant, j'ai confondu les champignons de la dent du diable avec des morceaux de tissu humain sanglant. Continuez à chercher, vous verrez ce que je veux dire. Les spécimens les plus jeunes saignent essentiellement une substance d'un rouge vif que j'ai ensuite découvert contenir des propriétés anticoagulantes. En d'autres termes, cela ressemble à du sang et peut vous faire saigner plus facilement. Effrayant, non? Mais encore une fois, pas aussi effrayant que la quantité de ces petits champignons répugnants qui étaient dispersés dans toute la forêt. Ils étaient partout, parfois 2 ou 3 autour de chaque arbre, et dans certains endroits, il semblait presque impossible de faire un pas sans en écraser un sous vos pieds. Pourtant, malgré leur aspect sinistre, je continuais à avancer, guidé par les coordonnées dans la lettre de mon oncle. Finalement, après une longue marche à travers la forêt, j'aperçus une structure qui émergeait parmi les arbres. C'était la cabane en rondin de mon oncle. Elle avait l'air abandonnée depuis des années, recouverte de mousse et de lierre. Les fenêtres étaient cassées et les planches du toit semblaient prêtes à s'effondrer. Pourtant, quelque chose dans l'air semblait différent, comme s'il y avait une étrange énergie autour de cet endroit. Je m'approchai prudemment de la cabane, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. À l'intérieur, tout était sombre et poussiéreux. Je sortis une lampe de poche de mon sac à dos et entrai. La lumière de la lampe éclaira la pièce, révélant un espace rempli de souvenirs oubliés. Il y avait des photos jaunies accrochées au mur, des meubles couverts de toiles d'araignée et une atmosphère de solitude oppressante. Je commençai à fouiller la cabane, cherchant désespérément quelque chose qui pourrait m'indiquer pourquoi mon oncle avait voulu que je brûle cet endroit. C'est alors que je trouvai une vieille boîte en bois cachée sous un plancher lâche. Je l'ouvris avec précaution et découvris son contenu. Des lettres, des journaux intimes, des photos et d'autres souvenirs de la vie de mon oncle. Pendant des heures, je lus les lettres et les journaux intimes, essayant de comprendre ce qui avait poussé mon oncle à se retirer du monde. J'ai découvert des histoires de douleur et de perte, de regrets et de remords. Mon oncle avait vécu une vie pleine de tourments, et cette cabane était devenue son sanctuaire, son refuge contre le monde extérieur. Mais ce n'était pas tout ce que j'ai trouvé dans cette boîte. Il y avait aussi des preuves de ses expériences avec les champignons étranges que j'avais vus dans la forêt, des notes détaillées sur leur croissance et leur comportement, des dessins de leurs formes étranges et des théories sur leur origine mystérieuse. Mon oncle avait passé des années à étudier ces champignons, convaincu qu'il détenait des secrets que le monde devait connaître. Alors que je lisais ces mots, une idée commença à germer dans mon esprit. Peut-être que mon oncle avait raison. Peut-être que ces champignons étaient plus que de simples organismes biologiques. Peut-être qu'ils étaient la clé pour comprendre quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer le monde. C'est alors que je réalisais pourquoi mon oncle voulait que je brûle cette cabane. Il ne voulait pas que ces découvertes tombent entre de mauvaises mains. Il ne voulait pas que ces recherches soient exploitées à des fins malveillantes. Il voulait que je détruise tout, pour que personne d'autre ne puisse découvrir ce qu'il avait trouvé. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai rassemblé tous les souvenirs de mon oncle, les ai placés dans un tas au centre de la cabane, et ai mis le feu. Les flammes ont dévoré la cabane, consumant tout ce qui s'y trouvait. Et alors que je regardais le feu crépiter dans la nuit, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Mon oncle pouvait enfin reposer en paix, et ses secrets resteraient enterrés avec lui. Je suis retourné chez moi ce jour-là,
sachant que j'avais fait ce qui était juste. Mon oncle n'était peut-être pas parfait, mais il méritait au moins ça. Et maintenant, je pouvais continuer à vivre ma vie, en laissant derrière moi les fantômes du passé.